Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Le Sénégal dans le top 10 du classement Mo Ibrahim. Notre pays gagne 3,7 points de plus et se classe 10e sur 54 États africains. Notre pays était classé 13e l'année dernière. Rentrée des classes, c'est la foire aux livres, une vieille tradition au Collège Sacré-Cœur. Échanger des anciens livres ou les vendre pour en acheter d'autres à des prix abordables, c'est le commerce qui marche sans doute le plus en ce début d'année scolaire entre élèves. Nous verrons tout ça dans le reportage du jour. Et puis nous parlerons également de la borne Fontaine. Que se passe-t-il autour de la borne Fontaine? C'est le sujet de ce dossier du jour signé Anne-Marie Gomis. Nous verrons dans certains quartiers de Dakar comment justement ce robinet de quartier sert les populations en eau potable. Et puis dans la rubrique économie, nous parlerons de la TVA, tout sur la taxe sur la valeur ajoutée. Certains en entendent parler mais ne savent pas de quoi ça retourne. Dans la rubrique économie, les détails sur cette indication de la fiscalité. Bonsoir à tous. Le chef de l'État a reçu cet après-midi une délégation du Khalife général de Médina Baye. Elle est conduite par Baba Lamine Niasse, porteur d'un message de salutation et de prière de son frère Cheikh Ahmed Tidiane Niasse. Le Khalife soutient notamment les actions menées par le président Macky Sall pour un Sénégal émergent. Mohamed Lamine Ibrahima Niasse dit Baba Lamine est au micro de Oumar Ning. C'est très normal qu'un Sénégalais ait l'opportunité de voir son président. Moi, je suis là aujourd'hui, représentant le Khalife général de Kaolack. Et Kaolack signifie beaucoup de choses. On nous a bien reçus, on nous a bien entretenus de ce que ça passe au pays, parce que nous sommes aussi des gens qui œuvrent pour que le Sénégal aille à l'avant. Donc, c'était ça. Et j'étais venu porteur d'un message de cette salutation et de prière pour Cheikh Tidjani, le Khalife général. C'est lui qui nous a envoyé pour que nous puissions lui dire de haute voix que nos prières sont toujours vers lui. Je remercie le bon Dieu et je demande à ce qu'il guide ses pas pour qu'il arrive à ce qu'il inspire pour le Sénégal. Et que Dieu exauce nos prières et donne-lui la chance de réaliser ce que tout le monde veut qu'il réalise. Président, mesdames et messieurs, nous faisons lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni hier mercredi au Palais de la République. C'est avec Omar Diawa. Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres mercredi 5 octobre 2016 à 10h au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le chef de l'État se félicite des performances économiques et sociales remarquables du Sénégal, confirmées par le rapport Africa Pulse de la Banque mondiale et le classement de l'indice Mo Ibrahim 2016 sur la gouvernance africaine, dans lequel notre pays occupe la 10e place sur 54, avec un score global de 60,8 sur 100, améliorant son score de plus de 3,7 points. De façon générale, que ce soit pour l'indicateur sécurité et état de droit ou pour les indicateurs corruption et bureaucratie, participation citoyenne et droits de l'homme, ou en matière de liberté d'expression et développement économique, les performances du Sénégal sont appréciables et appréciées par nos compatriotes, mais également par la communauté internationale dont la démarche et le dispositif d'évaluation sont réputés rigoureux. En conséquence, le président de la République exhorte le gouvernement à renforcer les initiatives en matière de transparence et de lutte contre la corruption, à améliorer les dispositifs d'encadrement des libertés d'expression et d'opinion, de protection des biens et des personnes. Dans la même perspective, le chef de l'État invite le gouvernement à intensifier les investissements publics dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, des infrastructures et du capital humain, à accélérer les réformes budgétaires et financières, à renforcer l'amélioration de l'environnement des affaires
et la promotion du secteur privé en vue de maintenir la dynamique d'accélération de la croissance et de la consolidation du bien-être social durable et équitable des populations. Abordant la rentrée scolaire 2016-2017, le président de la République adresse ses félicitations et ses encouragements à toute la communauté éducative du Sénégal et rappelle au gouvernement l'impératif absolu de prendre toutes les dispositions requises pour une bonne rentrée des classes ainsi qu'un bon déroulement de l'année scolaire 2016-2017 sur l'ensemble du territoire national. Dans ce cadre, le chef de l'État rappelle au gouvernement la nécessité de mettre en œuvre le programme national d'informatisation des écoles afin d'accroître l'usage fondamental du numérique dans le système éducatif et de bâtir une école de référence axée sur la réussite et l'excellence. À cet effet, le président de la République décide d'instituer le Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignement doté d'un diplôme, d'une médaille et d'une récompense financière. Appréciant l'hivernage prometteur de cette année et la prochaine campagne de commercialisation agricole, le chef de l'État demande au gouvernement de veiller à la préservation des cultures, d'assurer avec l'ensemble des acteurs impliqués la fixation dans les meilleurs délais des prix aux producteurs, notamment pour l'arachide, et de prendre toutes les dispositions idoines pour une transformation adéquate et une meilleure commercialisation de la production rizicole nationale au regard des bonnes performances réalisées pour l'atteinte de l'objectif prioritaire d'autosuffisance en riz à l'horizon 2017. Le chef de l'État exhorte également le gouvernement à renforcer la dynamique de promotion du consommé local à travers un label national de qualité Riz du Sénégal accessible aux populations en mettant à contribution le secteur industriel et les associations de consommateurs et invite le Premier ministre à lui faire le point de l'état de la mise en œuvre des directives retenues lors du Conseil présidentiel sur l'autosuffisance en riz. Enfin, le président de la République indique au gouvernement l'urgence de mettre en œuvre tout le dispositif administratif, technique et financier requis, de vulgariser les mécanismes publics d'assurance agricole et de veiller à la mise à niveau effective de la Sonaco-CESA, de la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal, CNCAS, et de la Banque nationale pour le développement économique, BNDE. Concluant sur ce point, le président de la République informe les membres du Conseil de la tournée qu'il compte effectuer dans plusieurs zones de production afin d'encourager les agriculteurs à poursuivre les efforts consentis dans le cadre de la politique d'autosuffisance alimentaire. Le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda diplomatique, le suivi de la coopération et des partenariats. Le Premier ministre a axé sa communication autour de la problématique de l'emploi avant de rendre compte du suivi et de la coordination de l'activité gouvernementale. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait le point de la situation africaine et internationale. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a rendu compte du programme d'activité de la campagne Octobre Rose consacrée à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Le ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie a fait le point sur la conférence mondiale Habitat 3 qui se tiendra à Quito, en Équateur, du 17 au 20 octobre 2016. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de Bangui révisé, signé à Bamako le 14 décembre 2015. Le projet de loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Le projet de loi de finances pour l'année 2017 arrêté à plus de 3 355 milliards de francs contre 3 022 milliards pour la loi de finances initiale 2016. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris la décision suivante. M. Mour Ndiaye Ba, inspecteur des postes, est nommé directeur des postes au ministère des Postes et des Télécommunications, en remplacement de M. Martin Dione, appelé à d'autres fonctions. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. Le Sénégal améliore son classement à l'indice Mo Ibrahim de plus de 3,7 points, un bond en avant qui classe notre pays 10e sur 54 États africains. Ce rapport qui porte sur la gouvernance dans le continent intègre pour la première fois des enquêtes d'opinion dans les pays concernés, notamment sur les questions d'éducation. Les progrès qui ont valu au Sénégal cette note qui frôle les 61 points sur 100 sont enregistrés dans la lutte contre la corruption et la bureaucratie oisive,
dans la nette amélioration de la participation citoyenne et des droits de l'homme et dans le développement économique durable, entre autres bons points. 12 sur 20 si l'on ramène le score à une note de classe, soit le tableau d'honneur. Contrairement aux résultats précédents, ce rapport qui classe le Sénégal 10e sur les 54 États africains prend cette fois-ci en compte la perception des Sénégalais. Ce jugement qui sanctionne positivement la gouvernance de notre pays s'explique aussi par les progrès réalisés dans le domaine des infrastructures, des TIC, de l'enseignement et de la santé, ainsi que de la protection sociale. L'indice Mohamed Ibrahim, plus connu sous le nom de Mo Ibrahim, est créé en 2006. Il ambitionne d'évaluer chaque année la qualité de la gouvernance en Afrique. Quelques 95 indicateurs tirés de sources indépendantes sont pris en compte dans les évaluations des experts ainsi que des données officielles et pour la première fois des enquêtes d'opinion avec à la clé pour le Sénégal plus de 3,7 points de progrès ces 10 dernières années. Antonio Guterres a été confirmé au poste de secrétaire général des Nations Unies. Il entre en fonction le 1er janvier. Il était passé à Dakar pour demander justement le soutien du Sénégal à travers le président Macky Sall. Aujourd'hui, c'est un véritable succès diplomatique pour notre pays au Royaume. Le Sénégal, membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, a été un acteur de premier plan pour cette élection du successeur de Ban Ki-moon, le Portugais Antonio Guterres. Cet ancien Premier ministre du Portugal est très connu du Sénégal. Il a été soutenu par notre pays après son passage à Dakar et un fructueux échange avec le chef de l'État, ainsi qu'une audience accordée au président portugais à New York. Ce dernier a d'ailleurs bien vendu le candidat Guterres qu'il considère comme le meilleur pour les Nations Unies. Une position bien partagée par le Sénégal qui s'est prononcé au cours des différentes séances d'expression d'opinion, comme on le dit, en faveur du haut commissaire aux réfugiés. Le Sénégal, tout comme les autres membres du Conseil, mise ainsi sur la très grande expérience de cet homme de 67 ans, dont 10 ans dans le système des Nations Unies. L'humanisme de Guterres, sa vision et sa capacité d'adaptation ont fini par convaincre l'Assemblée. Ingénieur de formation, Guterres est ainsi élu député en 1974, secrétaire général du Parti socialiste portugais, alors dans l'opposition en 1992. Il devient Premier ministre en 1995 et ce pour 2 mandats. Il pilote l'intégration du Portugal dans la zone euro. Aujourd'hui, Guterres arrive à la tête de l'ONU au moment où l'institution est confrontée à des dossiers chauds comme les nombreuses crises qui embrasent actuellement le monde. Antonio Guterres pourra tout de même compter sur le leadership affirmé du Sénégal pour réussir sa mission à la tête de l'Organisation des Nations Unies. Merci. Le ministère de la Gouvernance locale et du développement territorial veut faire de la formation des élus une priorité. Un atelier de validation du document de stratégie nationale de formation en développement territorial a réuni ces derniers. Il s'agit à travers une plateforme de renforcer les élus et autres acteurs pour une meilleure prise en charge des questions territoriales. Fatima Dabanelba. Bientôt, une nouvelle plateforme dédiée à la formation des élus et autres acteurs de développement territorial. Il s'agit à travers cet outil de renforcer les capacités, une nécessité avec l'avènement de l'acte 3 de la décentralisation. L'acte 3 de la décentralisation est un processus de transfert de compétences, de transfert de moyens, de pouvoir, mais l'ensemble de ces transferts ne peuvent réellement atteindre leur objectif si les capacités des exécutifs locaux ne sont pas renforcées. Si on donne des pouvoirs, on donne des moyens, on doit également renforcer les capacités des exécutifs locaux. Cette volonté d'accompagner le processus de décentralisation par la formation constitue un gage suffisant permettant d'avoir une nouvelle génération de leaders mieux outillés, mieux formés
est doté de compétences managérielles et de gestion en raison de la conjonction de plusieurs facteurs. Chantier prioritaire de la tutelle, la formation demeure un impératif pour une bonne gestion des ressources. Cependant, l'absence d'un cadre harmonisé constitue un handicap. Quand on a des acteurs mal formés qui ne comprennent pas les enjeux et les techniques de la bonne gouvernance territoriale, vous savez très bien que nous ne pouvons pas faire des territoires compétitifs et porteurs de développement. C'est pourquoi aujourd'hui, la stratégie nationale est validée qui vise l'harmonisation des interventions, qui vise la labellisation des intervenants et des contenus, qui vise une meilleure maîtrise des besoins de formation des élus locaux et des acteurs territoriaux, qui vise un suivi de ce qui est mis en œuvre en matière de formation, qui vise la régulation du secteur de la formation en décentralisation. Dernière étape avant la validation, cette phase devra être prise au sérieux par les acteurs pour une meilleure intégration des élus et une réussite totale des réformes. La centrale solaire de Malicounda dans le département de Mbour sera livrée dans quelques jours. Elle aura une puissance de 20 MW. Le directeur général de Sénélec a effectué une visite sur le site pour s'enquérir de l'état d'avancement du projet. Pabouna Tchao. Les couleurs du ciel et les rayons du soleil pour accueillir une délégation venue visiter un champ assez spécial. Sur 30 hectares s'étendent 43 200 panneaux solaires photovoltaïques. Bienvenue à la centrale solaire de Malicounda qui sera bientôt mise en service. D'ici à 15 jours, on commencera à réaliser toutes les infrastructures nécessaires, à installer les cabines de transformation et à placer tout ce qu'il est nécessaire pour la préparation et l'installation des panneaux photovoltaïques et des câblages nécessaires pour permettre la production de l'énergie. La centrale a une puissance de 20 MW qui seront injectés dans le réseau de la Sénélec. La Société nationale d'électricité s'est résolument engagée dans la diversification des sources d'énergie, notamment celles dites propres qui devront couvrir 20% du mix énergétique à l'horizon 2017. Ce parc, il participe de la mise en œuvre d'un schéma directeur qui a été arrêté sous l'impulsion du président de la République Macky Sall, qui pour arriver à son objectif de baisser le coût de l'énergie a instruit depuis qu'il est arrivé au pouvoir le ministère de l'énergie et Sénélec de travailler sur la promotion du mix énergétique, c'est-à-dire en diversifiant les sources de production. On a une centrale à charbon à Sendou que nous pensons inaugurer en 2018 au plus tard. Nous avons des parcs solaires qui petit à petit se mettent en place sur l'ensemble du territoire national. Mais également, il y a Mérina Dakhar, il y a Santiouméhé qui va arriver en décembre avec ses 30 mégas. Mérina Dakhar un peu plus tard avec ses 20 mégas. Vous avez Kaon qui va arriver également en fin 2017 avec ses 20 mégas, en 2018 plus exactement. Et donc, si vous faites le décompte, c'est 120 à 150 mégas de solaire qui seront injectés d'ici 2018 dans le réseau de Sénélec, ce qui représente aujourd'hui le cinquième de la production de Sénélec. La centrale pourra alimenter 9000 foyers à Malicounda où elle est implantée. Les populations s'en réjouissent car elles seront les premiers servis. Il y a une enveloppe de 300 millions qui a été versée au niveau du Trésor pour le compte de la commune. Et c'est dans le projet déjà, qui n'a même pas commencé à exploiter, mais qui veut accompagner la commune à avoir l'électricité partout. Parce que quand on parle de centrale, les gens croient que c'est une centrale pour alimenter directement les villages. Alors, si on n'est pas intelligent, ça risque d'être impopulaire. Parce que les gens ne pourront pas comprendre qu'il y ait une centrale qui produise de l'énergie, que Malicounda soit cité partout et qu'on ait des villages qui continuent à être dans le noir. Donc ça a été vraiment ingénieux avec les partenaires de penser à une enveloppe qui devrait permettre de faire l'extension du réseau électrique dans tous les villages de Malicounda. Cette centrale et les autres en construction un peu partout dans le pays devront favoriser la baisse des prix de l'électricité et sécuriser l'offre de fourniture d'énergie électrique en qualité et en quantité suffisante au grand bonheur des consommateurs. La taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, on en entend parler et sans doute beaucoup de Sénégalais ne savent pas de quoi ça retourne. Les consommateurs, les prestataires et les entreprises payent cette taxe. Alors pourquoi, comment, de quoi s'agit-il? Réponse dans la rubrique économie de ce jeudi avec Daraba. Pour éviter un cumul d'impositions sur le chiffre d'affaires réalisé sur la vente de certains produits ou services, il a été institué une taxe sur la valeur ajoutée. Cet impôt appelé TVA, selon son mécanisme de fonctionnement, est payé par le consommateur final. Agriculteur, exploitant agricole, donc qui produit du blé. Donc on suppose que ce producteur de blé
n'utilise pas de consommation intermédiaire. C'est juste une hypothèse pour simplifier l'analyse. Donc s'il a fini sa production, donc supposons qu'il vend sa production à 240, il le vend au moulin. Parce que le moulin a besoin du blé pour faire de la farine. Et donc le moulin, en fait, s'il paye 240, c'est le prix hors taxe. Maintenant, si on ajoute la TVA, si on prend un exemple, un taux de TVA de 10%, donc il va payer 10% de 240, c'est 24. Donc il va payer 240 plus 24. Maintenant, l'exploitant agricole va récupérer en fait les 264 et prendre les 24, les remettre, les verser à l'État. Donc il a collecté les 24 de TVA pour l'État. Le moulin qui a fini de produire sa farine, il vend sa farine à un boulanger. Donc supposons qu'il le vend à 300. Donc s'il intègre les 10% de TVA, ça fait 300 plus 30, ça fait 330. Donc le moulin, il a payé 24 de TVA et il a reçu, en vendant sa farine, puis TTC, il a reçu 30 de TVA. Et donc il fait la différence. Donc il va verser à l'État 30 qu'il a collecté pour l'État, moins ce qu'il a payé, les 24, ça fait 6. Au bout de la chaîne, c'est le boulanger qui vient acheter maintenant la farine, qui lui a vendu le moulin. Donc s'il l'achète à 1000, toujours très cher, 1000, et donc 1000 hors taxe, donc il va falloir appliquer les 10% de TVA. Donc 10% de 1000, ça fait 100. Donc le prix TTC, ce sera 1100. Qui va payer ça? C'est vous et moi, c'est le consommateur final. Des consommateurs conscients dans une certaine mesure que la taxe alourdit leur pouvoir d'achat. Pour les produits pharmaceutiques, il y a un prix de cession auquel les médicaments sont vendus. Une fois arrivés en officine, je sais que certains multiplient le chiffre là par 1,5 ou 1,536, ce qui donne le produit final. Donc forcément, s'il y avait une baisse par rapport à ça, on est tous asphyxiés par la situation économique. Un déséquilibre accompagné d'un manque de culture fiscale chez les consommateurs. On a souvent des problèmes avec les consommateurs. Ils ont du mal à comprendre et ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi les grossistes, demi-grossistes et les boutiquiers. Tout ce beau monde a du mal à faire la différence entre les prix hors taxes et les prix toutes taxes comprises. L'État doit nous aider à sensibiliser les consommateurs pour l'application de la TVA sur les produits de première nécessité. Actuellement, c'est nous les opérateurs qui supportons la facture. Dans le secteur du transport également, ça pose un certain nombre de difficultés, surtout dans le transport interurbain. Il est quasiment impossible pour nos transporteurs d'appliquer la TVA aux passagers. La TVA remplit certes les deux principes que sont l'équité et l'efficacité qui font que tout le monde paye, mais ceux qui consomment le plus sont les ménages ayant les revenus les plus faibles. On a fixé à titre indicatif des taux maximum, des taux intermédiaires et un taux minimum. Donc là, c'est un choix qui est laissé aux États. Mais au Sénégal, on a taxé au maximum, c'est-à-dire à 18%. Le poids de la TVA sur le total des recettes publiques tourne autour de 70% sur les 5 dernières années. Si l'État se dit que bon, pour booster la consommation, on peut peut-être essayer de réduire le taux de TVA en diminuant de 2 points le taux, on passe de 18 à 16. C'est possible. L'Union nationale des consommateurs et industriels du Sénégal approuve, mais d'autres mesures doivent suivre. Nous pensons que le marché doit être régulé, et ça me paraît fondamental. La régulation du marché, c'est les capacités organisationnelles que nous nous donnons à assurer son bon approvisionnement en temps réel. Donc on ne va pas attendre justement que les prix grimpent au niveau des marchés d'approvisionnement pour envisager justement des commandes. Mais il faut aussi continuer, je pense, à donner un coup de pouce à la productivité de notre agriculture. Et c'est tout l'enjeu, je pense, de la sécurité alimentaire dans notre pays. Autant d'initiatives à mettre en vigueur pour soulager le pouvoir d'achat des ménages, souvent victimes des pressions fiscales, freinant ainsi l'épargne.
La rubrique économie, c'est tous les jeudis. Pour assurer une sécurité sanitaire des aliments, renforcement du système de surveillance et d'alerte rapide s'impose. Cette action est multisectorielle et pluridisciplinaire. Santé, agriculture, commerce, élevage, recherche scientifique sont quelques secteurs importants dans cette tâche quotidienne. Un atelier de 2 jours sous l'égide de la FAO et de la coopération luxembourgeoise se tient à Dakar au centre anti-poison de Fan, Oumar Chaoua. Permet de vivre en bonne santé ou paradoxe d'être malade. S'il faut une quantité minimale, il ne faut pas perdre de vue la qualité. Sans elle, les produits alimentaires peuvent être dangereux et à l'origine de graves maladies. Au niveau mondial, presque 1 personne sur 10 tombe malade chaque année à cause des maladies d'origine alimentaire. Ceci entraîne 420 000 décès par an, dont 1/3 chez les enfants de moins de 5 ans. En Afrique, le tableau est préoccupant. 91 millions de personnes tombent malades chaque année d'une cause associée à l'alimentation. Le continent paie le tiers de la mortalité mondiale due aux maladies d'origine alimentaire, une situation qui appelle des aptitudes de surveillance et d'alerte rapide. Nous voulons que nos populations aient une alimentation saine, des produits alimentaires sains et sécurisés. Et cela veut dire qu'il faut qu'on évite les contaminations qui peuvent se faire avec des agents pathogènes, mais également avec les produits chimiques. Il faut gérer toute la chaîne. Au Sénégal, les maladies alimentaires sévissent de façon récurrente. Parmi elles, les diarrhées qui touchent de nombreux enfants. Les causes sont identifiées. La prolifération des aliments vendus sur la voie publique, les changements notés dans les modes de préparation et de transformation, la non-sensibilisation des consommateurs, etc. Cette rencontre de divers acteurs impliqués dans la santé, l'alimentation, le commerce, l'agriculture et la recherche universitaire, entre autres, a pour but de baliser le chemin pour une sécurité sanitaire des aliments. Cette rencontre fait suite à un conseil interministériel qui a été tenu et le Sénégal s'inscrit dans une logique régionale et mondiale même, parce que la sécurité sanitaire des aliments ne concerne pas un seul pays, mais c'est une approche régionale qu'il faut développer et une approche internationale. L'accès à des produits sains est un droit fondamental qui améliore le bien-être social des populations et réduit le fardeau des dépenses de santé. Beaucoup d'efforts sont en train d'être faits à travers le Comité national du Codex et cet atelier est le fruit du partenariat FAO-OMS, coopération luxembourgeoise et État du Sénégal. L'ambassadeur d'Italie, Paolo Veggi, exprime sa satisfaction sur les réalisations du programme d'appui au programme d'investissement de l'agriculture du Sénégal combiné au programme agricole Italie-Sénégal, PAPSEN. À Sédhiou, lors d'une revue conjointe, l'ambassadeur a sillonné plusieurs localités de la région à la rencontre des productrices qui bénéficient de l'appui des techniciens italiens. Pour cette année, les perspectives sont encourageantes. Les productions peuvent quadrupler dans certains périmètres. Moussa Mané. La vallée de Samiro au petit matin, c'est un parfum à forte teneur d'humidité qui accueille le visiteur. Du riz, des bas-fonds jusqu'au plateau, ce sont 40 parcelles rizicoles qui sont exploitées par ces femmes, constituées en GIE. Aujourd'hui, grâce à l'appui du PAPSEN, elles retrouvent la joie de vivre. Avant, lorsqu'on cultivait seul, on n'avait pas de bon rendement. Parce que moi seul, ma grande parcelle, des fois je récolte, je prends 4 sacs. Étant donné que cette fois-ci, en 2015-16, j'ai eu plus d'1 tonne. Donc nous, on a démarré un processus d'assistance technique basé sur ce qu'on appelle champ école. C'est-à-dire nous, on travaille avec les femmes, on démontre des améliorations techniques, avec elles, on partage, on discute et on valide. En amont, le service des eaux et forêts s'engage dans le renouvellement d'une espèce vieillissante, le palmier à huile, avec l'introduction d'une variété améliorée. Autre étape, le domaine de l'ISRA à CEFA, au centre de formation de nouvelles techniques et pratiques agricoles. Il tarde à démarrer pour un système hydraulique défectueux. Le système d'irrigation a été entièrement rénové. Malheureusement, la jonction entre la source d'eau et ce système-là, c'est ça qui n'est pas encore fonctionnel. De sorte que nous avons, nous, des problèmes pour mettre ici des cultures en contre-saison. Les nécessités sont beaucoup et bon, je ne sais pas, là, il faudra réfléchir un peu ensemble sur ce que
qu'on pourrait faire. Mais... Sur la route de Kolda, au niveau de l'exploitation du GIE Alima Diwan de Oudoukar, ici, les femmes exploitent 15 hectares de variétés de riz qui s'adaptent des plateaux au bas-fond. Leur production rentre dans le cadre du renouvellement du capital semencier. Depuis l'année dernière, à travailler avec eux, j'ai eu 60 kilos et j'ai fait 2 tonnes 500. 60 kilos, ça représentait quand même 1 hectare. J'ai eu 2 tonnes 500 de production. Et après cette année, on a bénéficié de 400 kilos de pré-bases et des bases. Nous, on fait des conventions avec les organisations, avec lesquelles, quand on te donne 1 kilo, tu rembourses 1 kilo 500. Maintenant, dans l'appui et dans l'encadrement, la DRDR est là, l'ISRA est là, le Conseil national de recherche soutenue est là. Cette revue conjointe a permis aux différents partenaires de constater les avancées du projet. La délégation italienne s'est dite satisfaite des réalisations, mais aussi du dynamisme des femmes. Idem pour le coordinateur national du PAPSEN. Comme vous voyez, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, ce champ est très beau. On a vu quand même des variétés, de nérica et tout ça. Donc il y a quelque chose qui s'est passé. Nous avons remis des pré-bases l'année passée à Madame qui est là, au GIE Alimayon. Et vous voyez les résultats qu'on a ici, c'est très encourageant et nous sommes là pour encore appuyer les GIE. Je peux vous assurer déjà qu'il y a 10 banques qui vont être construites ici dans la région de Sédhiou. Donc le contrat est déjà signé, tout sera immatriculé au niveau de la DSMP. Donc nous avons tout est prêt pour qu'on l'amène ici. Et le ministre a pris l'engagement il y a de cela 1 mois quand il est venu ici. L'objectif général étant de renforcer la sécurité alimentaire et la promotion du développement local à travers des systèmes innovants soutenables. Ce pari est en passe d'être réussi ici à Sédhiou. Synergie et le Fonds 6 ont démarré les travaux de la plus grande centrale solaire en Afrique de l'Ouest à Santiumere, localité qui abrite l'infrastructure. L'entreprise a clôturé des écoles, de même que le cimetière du village d'Amsila. Ce n'est pas le bon reportage. Nous allons parler de cette foire aux livres en attendant. Échanger ces anciens livres ou les vendre pour en acheter d'autres à des prix abordables. C'est le but des foires aux livres organisées à chaque rentrée scolaire dans certains établissements. Au cours Sacré-Cœur de Dakar, la foire aux livres a débuté depuis ce mercredi et prend fin ce vendredi. Initiative saluée par les élèves et les parents. C'est Dina Lunfala. C'est une tradition au cours Sacré-Cœur de Dakar. À chaque rentrée, les élèves organisent une foire aux livres au sein de l'établissement. L'objectif, c'était tout simplement que faciliter l'obtention justement du document didactique à l'apprenant. Et également penser aussi à ceux-là qui ne pourraient acheter les livres tout neufs au niveau des différentes librairies. Quand bien même nous serions un établissement privé, il y a aussi des gens qui sont nécessiteux. Et donc par ce biais, cela permettait justement aux parents d'acquérir tout le matériel pédagogique et autant opportun. On discute, on marchande, les conditions d'échange sont souples, les prix abordables. Ah oui, franchement, c'est une belle initiative parce que ça permet de développer un esprit d'entraide. Voilà, ça permet aussi d'alléger la facture parce qu'on sait que les parents dépensent énormément pour la rentrée et donc on ne peut que les aider en les soulageant de cette manière. C'est une belle initiative parce que moi je me rappelle que depuis toute petite je viens ici pour vendre mes livres. D'ailleurs c'est ma mère qui m'écrivait les prix et tout. Donc ici il n'y a pas de risque pour qu'on te narre comme on dit. Tu peux vendre tes livres à prix abordable et tu peux acheter aussi les livres afin d'alléger les parents, quoi. Des livres de seconde main qui retrouvent seconde vie. On trouve du tout ici. Des livres allant de l'élémentaire au moins secondaire. Par exemple, je viens chercher les fascicules de physique et chimie pour la première. Parce qu'en librairie, ils se vendent à peu près 30 000 la paire, quoi. Donc ici, j'espère trouver un prix plus abordable. Je suis venue vendre mes anciens livres parce que moi, j'ai fait mon cycle de CIA en terminale dans l'école. Donc il me reste certains livres de terminale, donc je suis venue vendre ça, quoi. La foire permet aux élèves et à leurs parents de trouver des livres sans trop dépenser. Mais des intrus tentent souvent d'infiltrer ces rencontres. De l'autre côté du collège, vous verrez qu'il y a des étals de livres.
Et malheureusement, ils viennent rencontrer les enfants, ils achètent les livres à vil prix et les revendent un peu plus cher. En fait, ce n'est pas l'esprit, c'est ce qui biaise un peu l'esprit justement de cette foire aux livres qui devait être en fait organisée entre élèves. Cette foire aux livres organisée au cours Sacré-Cœur se termine en principe ce vendredi. De l'avis des élèves et de leurs parents, l'initiative est à saluer. Des écoles clôturées, de même que le cimetière du village Seine-Énergie fait dans le social à Sinthiou-Mékhé, la localité qui va abriter la plus grande centrale solaire en Afrique de l'Ouest. En partenariat avec le Fonds 6, l'entreprise Seine-Énergie est en train d'aider les populations à prendre en charge certaines questions sociales. Damsila. Sinthiou-Mékhé. Ce village de la commune de Mewan abrite la plus grande centrale solaire de l'Afrique de l'Ouest. Senergie PVSA, en partenariat avec le Fonds 6, a dégagé une enveloppe de 27 milliards de francs CFA pour la réalisation du projet. Elle aura une capacité de production de 30 MW. C'est une puissance de 30 MW crête et ça représente un peu plus de 92 000 à 600 panneaux qui sont installés avec un peu moins de 300 boîtes de jonction qui sont installées, 12 postes de transformation dont chacun aura une puissance environ de 2 MW composée de 3 onduleurs de 180 plus un transfo. Et de pouvoir assurer la conversion du courant continu issu des panneaux en courant alternatif qui sera injecté directement sur le réseau de la Sénélec. La construction de la centrale solaire dans le village a permis le recrutement de la main-d'œuvre locale. Le mur de clôture de l'école Yeme et Sinthiou-Mékhé ont été également clôturés, de même que le cimetière de la localité. Des kits scolaires ont été également remis aux élèves. Nous magnifions les actes que vous êtes en train de poser depuis votre installation, dont les plus importantes sont les murs de clôture des écoles, qui consistent à sécuriser nos apprenants et nos matériaux qui sont logés dans les écoles. Consciente de l'importance d'un tel investissement dans le cadre du mix énergétique, politique salutaire qui à terme devrait permettre à notre pays de combler le gap de la production d'électricité et par conséquent satisfaire l'aspiration légitime des populations à un mieux-être. Les autorités locales et administratives s'étaient impliquées pour rassurer les uns et convaincre les autres. Le projet de construction de centrales solaires à Sinthiou-Mékhé est mis en place grâce au concours et l'assistance du Fonds 6. L'objectif est de permettre au Sénégal d'avoir une forte production en énergie solaire. On est en train de travailler sur une augmentation de capacité de 100 MW supplémentaires. Tous ces projets sont à l'image du développement qui a été initié par Monsieur le Président Macky Sall, qui a institué le Fonds 6 pour aider le gouvernement et toutes les entités gouvernementales et les partenaires du privé à développer de manière plus rapide et structurée les projets stratégiques nationaux. Senergie PVSA, dans le cadre de sa responsabilité sociale d'entreprise, prévoit de développer l'agriculture dans la localité. Une mutuelle sera également mise en place pour financer les femmes dans leurs activités génératrices de revenus. C'était l'une des principales sources d'approvisionnement en eau dans les quartiers de Dakar. Aujourd'hui, malgré l'extension du système de distribution, elles gardent toujours leur utilité. Jadis gratuite, la bassine d'eau coûte actuellement 35 francs à la borne-fontaine et c'est en cœur que les populations demandent le retour à ce service public fort apprécié à l'époque. 1237 bornes-fontaines fonctionnent encore à Dakar. C'est le dossier de cette édition. Signé Anne-Marie Gomis. Chaque matin, elle rend visite à la doyenne de Rebeuss. Stella, cette borne fontaine avec qui elle a grandi. Je la considère comme une amie d'enfance. Aujourd'hui, j'ai plus de 70 ans. Plus de 70 ans depuis qu'elle alimente le quartier. Tout au début, le service était gratuit. À l'époque, on se servait gratuitement. Une politique sociale de l'État pour aider les démunis. Identifiée par le numéro 4, cette mère nourricière n'est pas la seule dans le coin. On en compte une dizaine. En face de Rebeuss, Médina, même constat, chaque rue avec sa borne fontaine. Le service est payant, la belle époque est révolue.
Je suis né bien après l'installation de cette borne-fontaine. À l'époque, on payait 10 francs ou 15 francs. À l'époque, ces bornes-fontaines étaient le lieu de retrouvailles des femmes, où se racontaient les petites histoires qui aboutissaient souvent à des bagarres. Le gaspillage était également noté dans ces lieux. Des circonstances qui ont entre autres conduit à la privatisation en 91. Au début, ces bornes-fontaines étaient gérées et payées par la commune. Avec les difficultés qu'on avait pour recouvrer ces factures, on a procédé à la privatisation de ces bornes-fontaines-là. Le préposé de bornes-fontaines nous paye 30 000 francs de caution et on lui fait un branchement de sa borne-fontaine. Aujourd'hui, la demande est encore là. Dans les quartiers périphériques de Dakar, les bornes-fontaines sont toujours populaires. Certaines servent même de repère. C'est le cas du robinet Lansana à Ben Tali. Mon père fut un ancien combattant. Il était très populaire dans le coin. On lui a prêté le nom de la fontaine, robinet Lansana. Elle sert de repère pour beaucoup de visiteurs. D'après la Sénégalaise des eaux, les bornes-fontaines marquent encore leur territoire, ce malgré la modernité. Dakar-Ville, ici, on a 222 bornes-fontaines. En banlieue, on en a 517. Et au niveau de Rufisque, on dispose aujourd'hui de 498 bornes-fontaines. 1237 bornes-fontaines, rien que pour la capitale. Une demande accrue liée à la forte démographie et à l'absence d'urbanisation dans certains quartiers. Le cas de Liberté 6 Barak. Ces deux bornes-fontaines constituent une aubaine pour les habitants. Avant, on allait jusqu'au camp Leclerc pour trouver l'eau. L'installation de cette fontaine nous est d'une importance capitale. Ici, la bassine coûte 25 francs, un prix forfaitaire pour permettre à tout un chacun d'avoir de l'eau. Des prix qui varient d'un quartier à un autre. Plus l'on se rapproche du centre-ville, plus le produit est cher. La bassine coûte 35 francs, le bidon 50 francs. À la fin du mois, je me retrouve avec une facture de 100 000 francs CFA. Finalement, je n'y gagne rien. Une grande différence comparée au prix fixé par l'État sur arrêté numéro 001366 du 22 juin 2015. Avec un arrêté ministériel qui fixe le prix de borne-fontaine à 366,02 et le client il revend la bassine de 10 litres à 10 francs. Ce qui fait que dans chaque mètre cube vendu, il bénéficie de 634 francs de bénéfice net. Et celui qui gère la borne-fontaine a un salaire à peu près de 65 000 francs par mois. Ce qui n'est pas suffisant de l'avis des consommateurs. Ces derniers souhaitent le retour à l'ancienne pratique. On aurait souhaité que les autorités fassent plus de social dans le secteur de l'eau. C'est une borne-fontaine. C'est public. Ça doit être gratuit, comme avant. Un service public que réclament les usagers dans la gestion de ces bornes-fontaines qui, malgré la modernité, continuent d'exister au grand bonheur des populations. Football, Sénégal Cap-Vert, c'est ce week-end. La Fédération sénégalaise de football se fixe 3 objectifs en direction de ce match prévu samedi à partir de 20h. Les fédéraux veulent réussir le pari de l'organisation, de la mobilisation et du fair play. Pape Madi Diop. Un briefing presse, une démarche innovante pour 3 objectifs précis. Premièrement, le défi organisationnel et sécuritaire. Il sera mis en contribution plus de 1000 éléments de sécurité. Ainsi répartis, nous aurons 400 éléments du groupement mobile d'intervention pour la ceinture intérieure, les gradins, la main courante et les parkings intérieurs. Nous aurons également 80 policiers en civil qui seront distribués à travers les gradins, également 25 éléments de la BIP, non seulement pour la main courante, mais pour accompagner les 2 équipes et les personnalités. Également, il y aura un détachement de 100 éléments de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers qui vont s'occuper de la partie sanitaire, sécuritaire sanitaire. Et maintenant, et tout autour, pour la ceinture extérieure du stade, nous aurons 350 gendarmes qui auront comme mission donc,
la ceinture extérieure, mais les parkings extérieurs, mais également les axes donnant sur le stade. Le deuxième objectif à réussir par les fédéraux et les acteurs de l'événement, le respect du fair play et de l'éthique. Troisièmement et dernier objectif, le défi de la mobilisation. Les joueurs eux-mêmes ont donné le ton. Ils ont envie que les Sénégalais remplissent ce stade-là contre le Cap-Vert pour pousser leur équipe vers la qualification, parce que l'objectif, c'est un objectif de mobilisation d'abord. Mais que ça se fasse dans les normes, qu'on puisse maîtriser l'aspect sécuritaire, qu'on puisse organiser mieux pour rendre plus fluide l'entrée au stade pendant la durée du match, la circulation dans les tribunes et dans les différentes parties du stade, mais aussi la fluidité au sortir du stade, c'est-à-dire à la fin du match, que tout le monde puisse rentrer tranquillement sans qu'il y ait des bousculades. Une fois que ces objectifs sont atteints, nous pensons aussi légitime aujourd'hui que la fédération pense que la rubrique recettes de match doivent être valorisées comme par le passé. Avec un succès de l'organisation du match Sénégal-Cap-Vert, les fédéraux espèrent faire une recette de 75 millions de francs CFA. Ce 7 octobre, les Marocains sont appelés à renouveler la chambre basse de leur Parlement. Le Parti de la justice et du développement du Premier ministre veut aller à la reconquête du pouvoir, alors que le Parti de l'authenticité affiche également ses ambitions. Le PAM compte bien remporter la majorité des sièges. Envoyé spéciaux au Maroc, Idrissa Cissé, Bachirba. Nous sommes à quelques heures de la fin de la campagne pour les élections législatives. Ce 7 octobre, les Marocains vont élire les 395 membres de la Chambre des représentants, la chambre basse du Parlement marocain. Le PJD, Parti de la justice et du développement au pouvoir, fera face au Parti de l'authenticité et de la modernité PAM. Au pouvoir depuis 2011, le PJD a remporté les élections locales de septembre 2015. Il s'agit maintenant pour le PAM de gagner le cœur des plus de 15 millions d'électeurs qui seront aux urnes. Si les islamistes disposent de l'aura populaire, le PAM met tout en œuvre pour inverser la tendance. Après le printemps arabe et l'arrivée au pouvoir des islamistes, en Égypte, en Tunisie et ici au Maroc, on a assisté à des changements dans les deux premiers pays cités. En sera-t-il ainsi ici au Maroc? Il ne reste que quelques heures pour le savoir. L'actualité dans le monde nous mène également en Colombie, en Afghanistan et à New York, où le Portugais Antonio Guterres succède à Ban Ki-moon au poste de secrétaire général des Nations Unies. Nadine Tajdine. Antonio Guterres succède officiellement à Ban Ki-moon. C'est ce jeudi que le Conseil de sécurité, à la suite d'un vote formel, a finalement pris sa décision. Ancien Premier ministre du Portugal, Antonio Guterres était jusqu'en décembre dernier à la tête du Haut Commissariat pour les réfugiés, poste qu'il a tenu durant 10 ans. Il succédera en janvier prochain au Coréen Ban Ki-moon, qui a effectué 2 mandats de 5 ans à la tête des Nations Unies. Un total de 13,6 milliards d'euros promis à l'Afghanistan. C'est l'aide promise par la communauté internationale, États-Unis et Union européenne en tête ce mercredi pour la période de 2017 à 2020 pour permettre au pays de poursuivre son développement malgré la menace persistante des talibans. Ce niveau d'engagement est proche de celui enregistré en 2012 lors de la conférence de Tokyo. Accord de paix rejeté en Colombie, le cessez-le-feu avec les FARC limité au 31 octobre. Le président l'a annoncé ce mardi dans l'attente d'une issue à la crise suscitée par le rejet de l'accord de paix. Les sondages prédisaient une victoire du oui, mais le non l'a emporté avec 50,2% des voix contre 49,7%. Le président Santos doit se réunir à huis clos avec ses prédécesseurs qui avaient mené une campagne pour le non. C'est la fin de ces éditions. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise.
Madame, Monsieur, je vous retrouve pour cette page spéciale consacrée au financement du train express régional qui est bouclé et les chantiers ouverts au mois de novembre prochain. Cela grâce à l'appui de la Banque islamique de développement. La BID vient d'approuver le financement du TER à hauteur de 197 milliards de francs CFA. La cérémonie de signature de la dite convention a eu lieu la semaine dernière au siège de la Banque islamique de développement. Et puis, nous vous consacrons tout de suite une large fenêtre sur cette cérémonie avec nos envoyés spéciaux à Jeddah. Les progrès réalisés dans le domaine des infrastructures, des TIC, de l'enseignement et de la santé, ainsi que de la protection sociale. L'indice Mohamed Ibrahim, plus connu sous le nom de Mo Ibrahim, est créé en 2006. Il ambitionne d'évaluer chaque année la qualité de la gouvernance en Afrique. Quelques 95 indicateurs tirés de sources indépendantes sont pris en compte dans les évaluations des experts ainsi que des données officielles et pour la première fois des enquêtes d'opinion avec à la clé pour le Sénégal plus de 3,7 points de progrès ces 10 dernières années. Antonio Guterres a été confirmé au poste de secrétaire général des Nations Unies. Il entre en fonction le 1er janvier. Il était passé à Dakar pour demander justement le soutien du Sénégal à travers le président Macky Sall. Aujourd'hui, c'est un véritable succès diplomatique pour notre pays au Royaume. Le Sénégal, membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, a été un acteur de premier plan pour cette élection du successeur de Ban Ki-moon, le Portugais Antonio Guterres. Cet ancien Premier ministre du Portugal est très connu du Sénégal. Il a été soutenu par notre pays après son passage à Dakar et un fructueux échange avec le chef de l'État, ainsi qu'une audience accordée au président portugais à New York. Ce dernier a d'ailleurs bien vendu le candidat Guterres qu'il considère comme le meilleur pour les Nations Unies. Une position bien partagée par le Sénégal qui s'est prononcé au cours des différentes séances d'expression d'opinion, comme on le dit, en faveur du haut commissaire aux réfugiés. Le Sénégal, tout comme les autres membres du Conseil, mise ainsi sur la très grande expérience de cet homme de 67 ans, dont 10 ans dans le système des Nations Unies. L'humanisme de Guterres, sa vision et sa capacité d'adaptation ont fini par convaincre l'Assemblée. Ingénieur de formation, Guterres est ainsi élu député en 1974, secrétaire général du Parti socialiste portugais, alors dans l'opposition en 1992. Il devient Premier ministre en 1995 et ce pour 2 mandats. Il pilote l'intégration du Portugal dans la zone euro. Aujourd'hui, Guterres arrive à la tête de l'ONU au moment où l'institution est confrontée à des dossiers chauds comme les nombreuses crises qui embrasent actuellement le monde. Antonio Guterres pourra tout de même compter sur le... Mesdames et messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Le Sénégal dans le top 10 du classement Mo Ibrahim. Notre pays gagne 3,7 points de plus et se classe 10e sur 54 États africains. Notre pays était classé 13e l'année dernière. Rentrée des classes, c'est la foire aux livres, une vieille tradition au collège Sacré-Cœur. Échanger des anciens livres ou les vendre pour en acheter d'autres à des prix abordables. C'est le commerce qui marche sans doute le plus en ce début d'année scolaire entre élèves. Nous verrons tout ça dans le reportage du jour. Et puis, nous parlerons également de la borne Fontaine. Que se passe-t-il autour de la borne Fontaine? C'est le sujet de ce dossier du jour, signé Anne-Marie Gomis. Nous verrons dans certains quartiers de Dakar comment justement ce robinet de quartier sert les populations en eau potable. Et puis dans la rubrique économie, nous parlerons de la TVA, tout sur la taxe sur la valeur ajoutée. Certains en entendent parler mais ne savent pas de quoi ça retourne. Dans la rubrique économie, les détails sur cette indication de la fiscalité.
Bonsoir à tous. Le chef de l'État a reçu cet après-midi une délégation du Khalife général de Medina Baye. Elle est conduite par Baba Lamine Niasse, porteur d'un message de salutation et de prière de son frère Cheikh Ahmed Tidiane Niasse. Le Khalife soutient notamment les actions menées par le président Macky Sall pour un Sénégal émergent. Mohamed Lamine Ibrahima Niasse dit Baba Lamine est au micro de Oumar Ning. C'est très normal qu'un Sénégalais ait l'opportunité de voir son président. Moi, je suis là aujourd'hui, représentant le Khalife général de Kaolack. Et Kaolack signifie beaucoup de choses. On nous a bien reçus, on nous a bien entretenus de ce qui se passe au pays, parce que nous sommes aussi des gens qui œuvrent pour que le Sénégal aille à l'avant. Donc, c'était ça. Et j'étais venu porteur d'un message de cette salutation et de prière. Autour de la problématique de l'emploi, avant de rendre compte du suivi et de la coordination de l'activité gouvernementale. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait le point de la situation africaine et internationale. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a rendu compte du programme d'activité de la campagne Octobre Rose consacrée à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Le ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie a fait le point sur la conférence mondiale Habitat 3 qui se tiendra à Quito, en Équateur, du 17 au 20 octobre 2016. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de Bangui révisé, signé à Bamako le 14 décembre 2015. Le projet de loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Le projet de loi de finances pour l'année 2017 arrêté à plus de 3 355 milliards de francs contre 3 022 milliards pour la loi de finances initiale 2016. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris la décision suivante. M. Mour Ndiaye Ba, inspecteur des postes, est nommé directeur des postes au ministère des Postes et des Télécommunications, en remplacement de M. Martin Dione, appelé à d'autres fonctions. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. Le Sénégal améliore son classement à l'indice Mo Ibrahim de plus de 3,7 points, un bond en avant qui classe notre pays 10e sur 54 États africains. Ce rapport qui porte sur la gouvernance dans le continent intègre pour la première fois des enquêtes d'opinion dans les pays concernés, notamment sur les questions d'éducation. Les progrès qui ont valu au Sénégal cette note qui frôle les 61 points sur 100 sont enregistrés dans la lutte contre la corruption et la bureaucratie oisive, dans la nette amélioration de la participation citoyenne et des droits de l'homme et dans le développement économique durable, entre autres bons points. 12 sur 20 si l'on ramène le score à une note de classe, soit le tableau d'honneur. Contrairement aux résultats précédents, ce rapport qui classe le Sénégal 10e sur les 54 États africains prend cette fois-ci en compte la perception des Sénégalais. Ce jugement qui sanctionne positivement la gouvernance de notre pays s'explique aussi par... Le président de la République adresse ses félicitations et ses encouragements à toute la communauté éducative du Sénégal et rappelle au gouvernement l'impératif absolu de prendre toutes les dispositions requises pour une bonne rentrée des classes ainsi qu'un bon déroulement de l'année scolaire 2016-2017 sur l'ensemble du territoire national. Dans ce cadre, le chef de l'État rappelle au gouvernement la nécessité de mettre en œuvre le programme national d'informatisation des écoles afin d'accroître l'usage fondamental du numérique dans le système éducatif et de bâtir une école de référence axée sur la réussite et l'excellence. À cet effet, le président de la République décide d'instituer le Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignement doté d'un diplôme, d'une médaille et d'une récompense financière. Appréciant l'hivernage prometteur de cette année et la prochaine campagne de commercialisation agricole, le chef de l'État demande au gouvernement de veiller à la préservation des cultures,
d'assurer avec l'ensemble des acteurs impliqués la fixation dans les meilleurs délais des prix aux producteurs, notamment pour l'arachide, et de prendre toutes les dispositions idoines pour une transformation adéquate et une meilleure commercialisation de la production rizicole nationale au regard des bonnes performances réalisées pour l'atteinte de l'objectif prioritaire d'autosuffisance en riz à l'horizon 2017. Le chef de l'État exhorte également le gouvernement à renforcer la dynamique de promotion du consommé local à travers un label national de qualité riz du Sénégal accessible aux populations en mettant à contribution le secteur industriel et les associations de consommateurs et invite le Premier ministre à lui faire le point de l'état de la mise en œuvre des directives retenues lors du Conseil présidentiel sur l'autosuffisance en riz. Enfin, le président de la République indique au gouvernement l'urgence de mettre en œuvre tout le dispositif administratif, technique et financier requis, de vulgariser les mécanismes publics d'assurance agricole et de veiller à la mise à niveau effective de la SONACO-CESA, de la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal, CNCAS, et de la Banque nationale pour le développement économique, BNDE. Concluant sur ce point, le président de la République informe les membres du Conseil de la tournée qu'il compte effectuer dans plusieurs zones de production afin d'encourager les agriculteurs à poursuivre les efforts consentis dans le cadre de la politique d'autosuffisance alimentaire. Le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda diplomatique, le suivi de la coopération et des partenariats. Le Premier ministre a axé sa communication. Cheikh Tidjani, le Khalif général, c'est lui qui nous a envoyé pour que nous puissions lui dire de haute voix que nos prières sont toujours vers lui. Je remercie le bon Dieu et je demande à ce qu'il guide ses pas pour qu'il arrive à ce qu'il inspire pour le Sénégal et que Dieu exauce nos prières et donne-lui la chance de réaliser ce que tout le monde veut qu'il réalise. Président, mesdames et messieurs, nous faisons lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni hier mercredi au Palais de la République. C'est avec Oumar Diawa. Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres mercredi 5 octobre 2016 à 10h au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le chef de l'État se félicite des performances économiques et sociales remarquables du Sénégal, confirmées par le rapport Africa Pulse de la Banque mondiale et le classement de l'indice Mo Ibrahim 2016 sur la gouvernance africaine, dans lequel notre pays occupe la 10e place sur 54, avec un score global de 60,8 sur 100, améliorant son score de plus de 3,7 points. De façon générale, que ce soit pour l'indicateur sécurité et état de droit ou pour les indicateurs corruption et bureaucratie, participation citoyenne et droits de l'homme, ou en matière de liberté d'expression et développement économique, les performances du Sénégal sont appréciables et appréciées par nos compatriotes, mais également par la communauté internationale dont la démarche et le dispositif d'évaluation sont réputés rigoureux. En conséquence, le président de la République exhorte le gouvernement à renforcer les initiatives en matière de transparence et de lutte contre la corruption, à améliorer les dispositifs d'encadrement des libertés d'expression et d'opinion, de protection des biens et des personnes. Dans la même perspective, le chef de l'État invite le gouvernement à intensifier les investissements publics dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, des infrastructures et du capital humain, à accélérer les réformes budgétaires et financières, à renforcer l'amélioration de l'environnement des affaires et la promotion du secteur privé en vue de maintenir la dynamique d'accélération de la croissance et de la consolidation du bien-être social durable et équitable des populations. Abordant la rentrée scolaire 2016-2017,